facile, enfin, en tout cas sur le plan cardiologique, le cerclage pulmonaire. Donc, le cerclage pulmonaire, c'est la mise en place d'une bandelette sur le tronc de l'artère pulmonaire avec trois indications principales. Non, c'est bon, c'est bon. Je voulais juste vérifier si ça marche. Limitation d'un hyperdébit pulmonaire dans le but d'une protection pulmonaire. La deuxième indication, c'est la préparation du ventricule gauche, en particulier dans les doubles discordances, par exemple. Et puis, plus récemment, la prise en charge dans les cardiomyopathies dilatées du jeune enfant. Donc, on va balayer ça assez rapidement. Donc, le principe de la protection pulmonaire, c'est une chirurgie palliative, donc d'attente en général, en vue d'une stratégie chirurgicale qui vise à éviter un hyperdébit pulmonaire et en tout cas une hypertension artérielle pulmonaire avec pour conséquence une hypertension artérielle pulmonaire par le vascularisme pulmonaire lié à cet hyperdébit. Donc effectivement, dans un premier temps, on va avoir deux choses. C'est de limiter les signes de défaillance cardiaque clinique, mais qui n'arrivent pas tout de suite, en tout cas chez le jeune enfant, parce que même si on diminue en tout cas la pression pulmonaire, le débit en fait qui arrive quand même, il est quand même toujours là. Donc en tout cas en post-opératoire immédiat et dans les semaines qui suivent, on a quand même toujours des enfants qui sont en défaillance cardiaque par insuffisance cardiaque à haut débit. C'est pas quelque chose de miraculeux, puisqu'évidemment, on ne corrige pas, c'est juste palliatif. Et donc, effectivement, éviter le développement d'une vascularite pulmonaire. Le principe, c'est essayer de normaliser, entre guillemets, le QP, en tout cas d'éviter une hypertension artérielle pulmonaire de débit, donc en réduisant le calibre par un banding, et idéalement, on essaye d'abaisser la PAPS au tiers de la pression artérielle systémique. Bon, ça, c'est la théorie. Finalement, le chirurgien, il fait comme d'habitude, il sait à peu près, voilà, et hop, ça fonctionne. Le but étant d'obtenir effectivement un QPQS proche de 1, mais comme je vous le disais, on reste quand même toujours un peu en hyperdébit pulmonaire. Donc en post-opératoire, les patients, ils restent symptomatiques. Historiquement, quelles sont les indications? Les indications, c'est pour les CIV qui ne sont pas opérables. Donc, il y en a de moins en moins qui ne sont pas opérables puisque la chirurgie, la réanimation a permis en fait de diminuer drastiquement le cut-off du poids chez les enfants nourrissons, nouveau-nés, nourrissons, si bien qu'aujourd'hui, on va aisément corriger complètement un patient qui a un CAV ou une CIV large qui fait 3 kg, 3,5 kg, voire même un peu moins. Donc, on baisse de plus en plus nos cut-offs parce qu'on se rend compte que on est capable de le faire et puis que finalement c'est aussi beaucoup moins morbide en termes de retentissement à long terme. Tout le retentissement de l'hyperdébit pulmonaire sur notamment l'alimentation, etc. Ça a un retentissement sur le neurodéveloppement à long terme des enfants. On avait vu ça chez les enfants à qui, à un moment donné, les chirurgiens, il fallait faire 5 kilos. C'était l'horreur. On n'arrivait jamais à les atteindre. Et ces pauvres gosses, ils étaient pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois avec des sondes nasogastriques en attendant d'atteindre péniblement les 5 kilos. Ça, c'était l'ancien temps, ça c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 10-15 ans. Maintenant, ça a bien changé. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Les CIV multiples. Donc là, oui, parce que CIV multiple, là, on entend Swiss cheese. Par exemple, si on a une CIV de l'outlet qui s'associe à une CIV mid musculaire accessible au chirurgien, que le chirurgien va voir et bien contrôler, ben là, on peut adresser. Ce n'est pas du tout la même chose. En fait, les CIV multiples, ça s'entend toutes les CIV pour lesquelles le chirurgien, en fait, à travers la valve tricuspide, ça va être très compliqué pour lui d'aller fermer, d'aller identifier les CIV et les fermer. Il ne peut pas non plus mettre de gros patchs sur le septum, sinon le septum, bien sûr, il bougera beaucoup moins. Donc en fait, il vaut mieux avoir une stratégie d'attente. Donc le cerclage va nous permettre ça, de baisser l'hyperdébit. Et puis, comme elles sont musculaires, on va quand même pouvoir avoir un certain nombre de ces CIV multiples
qui vont se fermer et ensuite on pourra adresser le patient plutôt en cathétérisme cardiaque pour une fermeture percutanée et donc on enlèvera le cerclage à ce moment-là. Ça peut être une stratégie. Avant, effectivement, on faisait ça aussi dans le cas de coartation ou d'interruption de l'arc aortique. Aujourd'hui, CIV unique, facile d'accès, on va dire, et coartation, on est sur une cure complète. Le seul cas qui peut rester, c'est vraiment des tout petits poids, 2 kg, moins de 2 kg, etc. Et encore, les chirurgiens, ils vont de plus en plus parce que de toute façon, le post-opératoire se fait aussi beaucoup plus facilement. Mais par contre, CIV multiple, coartation, CIV difficile d'accès, etc., coartation, là, effectivement, c'est peut-être encore une stratégie que l'on aura de faire plutôt coartation, cerclage. Et après, on a tout ce qui est CAV déséquilibré ou tronc artériel commun, CAV déséquilibré, pardon. Quand on fait ça, c'est que vraiment, on a des CIV multiples, on a vraiment une petite voie gauche, on a une coartation, parce qu'aller mettre un cerclage sur un CAV déséquilibré, vous savez que la post-charge est hautement morbide sur les valves atrioventriculaires des CAV et ça entraîne des insuffisances de la valve AV et en fait, bon, ça génère de l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est une très mauvaise solution, mais parfois, on n'a pas le choix. Et puis, on n'a pas le choix aussi, parfois, soit par l'anatomie, soit, comme je le disais à nouveau, par le poids du bébé. On a des tout petits poids très hypotrophes, et là, bah, on n'a pas de solution. Tronc artériel commun chez un tout petit poids avec un digorge, etc., eh bien, on va plutôt aller, par exemple, sur une prise en charge hybride, qui peut être cerclage des artères pulmonaires et canal artériel, un hybride chimique, par exemple, canal artériel, on la laisse sous prostine. On sait qu'on va gagner quelques semaines et au bout de 4 à 6 semaines, on va pouvoir opérer, faire une correction complète du troncus ou de l'interruption de l'arc aortique, par exemple. D'accord? Et ensuite, on a tous les VU. Donc là, les VU, eh bien, tout ce qui est VU sans sténose pulmonaire, eh bien là, on va pouvoir effectivement, il faudra aller faire un cerclage pour protéger les poumons, avec un enjeu qui est beaucoup plus important qu'une correction complète, où, vous voyez, hein, pour une cure biventriculaire, les objectifs hémodynamiques, la PAPS distale doit être à au moins 50% en moins de la pression artérielle systémique. Donc, on aura des saturations qui resteront autour de 90% à terme. Mais pour un futur projet de circulation de fond de temps, il faut vraiment que ce soit assez serré. Et donc, on veut des PAPS la plus basse possible pour tout le projet de fond de temps. Il ne faut pas que ce patient ait la moindre irritabilité vasculaire pulmonaire, parce qu'après, on a besoin d'avoir des artères pulmonaires qui soient quasiment hypotendues pour que ça fonctionne. Donc, l'optimisation du cerclage, bon, ça, c'est complètement théorique, hein. Il n'y a pas que la diminution du diamètre qui influence la modulation du flux pulmonaire. Il faut aussi tenir compte de tout ce qui fait varier les résistances en préopératoire. Mais ça, Nadir vous en parlera mieux que moi. Donc, mais on peut jouer en préopératoire nous aussi sur la volémie, l'hématocrite, et ensuite, c'est plus des choses opératoires. En post-opératoire, par exemple, d'un cerclage pour CIV large, qu'est-ce qu'on va aller voir? Alors, c'est vrai que techniquement, hein, le geste est simple, mais pour autant, en fait, on crée une morbidité, puisqu'on vient apporter une augmentation de post-charge directe sur ce ventricule droit, alors qu'on a déjà de l'hyperdébit pulmonaire. D'accord? Donc, c'est vrai que c'est une intervention qui reste à risque, de ce fait-là, parce que le patient n'a pas une correction complète. Donc, qu'est-ce qu'on va surveiller? Ben, on surveillera là, ici, par exemple, que le cerclage n'est pas vicieux. Donc là, on visualise ici le cerclage au-dessus de la valve pulmonaire, vraiment au niveau du tronc de l'artère pulmonaire par une bande hyperéchogène. On vérifie à ce moment-là qu'il est bien positionné. Parfois, on peut avoir aussi des cerclages en fait qui glissent sur une des deux artères pulmonaires. Donc ça, il faut bien le vérifier. On vérifie l'effet en fait sur le shunt à travers la CIV, mais dans un premier temps, ça ne va pas non plus énormément se modifier. C'est surtout ensuite dans la surveillance
où on vérifiera avec les saturations, eh bien, où est-ce qu'on en est sur le QPQS. À un moment donné, ça ne sert à rien de garder un bébé qui a 85% de SAT, hein. Là, il faut le faire opérer quand même de sa CIV et lever de cerclage, parce que bon, il sera quand même mieux une fois corrigé complètement. Et puis, on peut faire effectivement la vélocité donc, sur le cerclage pulmonaire. En post-opératoire, il ne faut pas oublier que votre ventricule droit, il est un peu en phase de sidération. Et donc, votre vélocité, votre Vmax, elle dépend aussi de la fonction ventriculaire droite. Elle ne dépend pas que du cerclage à ce moment-là. Et c'est ça qui n'est pas forcément toujours facile à gérer. Mais quand on a Parce qu'en fait, en général, en post-opératoire, les vélocités sont moins véloces parce que ça pousse moins. Donc là, ce n'est pas forcément parce que ce n'est pas assez serré, c'est juste que le VD ne pousse pas encore beaucoup. D'accord? Donc, il faut garder ça en tête en post-opératoire. Ensuite, le cerclage préparatoire. Alors, c'est un concept qui a été développé surtout par Necker en s'appuyant sur l'expérience qui avait été faite avec les doubles discordances et notamment les doubles discordances avec sténose pulmonaire. On a vu que par rapport aux patients qui avaient juste une double discordance seule, vous savez, la double discordance, le ventricule droit est en position systémique, donc ça fait OG, VD, aorte, alors qu'à droite, on a OD, VG, AP. Donc, on a le ventricule droit en position systémique et le ventricule gauche en position sous-pulmonaire. D'accord? En fait, ce qui se passe, c'est que, on le verra tout à l'heure, mais le ventricule droit, on observait en fait une dilatation du ventricule droit avec la survenue d'insuffisance tricuspidienne puis de défaillance ventriculaire droite. Alors que chez les patients qui avaient la même pathologie et qui avaient une sténose pulmonaire, eh bien, on avait beaucoup moins ce genre de choses. Donc, est venue l'idée, en fait, chez les patients qui n'avaient pas de sténose pulmonaire et qui développaient une insuffisance cardiaque droite, de repréparer le ventricule gauche. Et donc, on a commencé à leur faire des cerclages pulmonaires et en fait, ça a fonctionné. On a vraiment vu un remodelage du ventricule droit et avec le ventricule gauche, en fait, qui s'hypertrophiait et une diminution de la fuite tricuspidienne. C'est là-dessus, en fait, qu'il y a eu toute une hypothèse en se disant, en fait, ça doit augmenter la masse et donc probablement l'interdépendance, le fonctionnement interventriculaire. Et ensuite, on l'a fait aussi pour tout ce qui était TGV vieilli, les TGV avec un switch atrial, que ce soit un Senning ou un Mussard, où on a pu proposer ce genre de choses. Donc, voilà l'hypothèse, qu'est-ce que ça peut être, en fait, donc, qui sous-tend cette interdépendance ventriculaire. Donc déjà, quand on regarde un petit peu les myocytes, les myofibrilles, on sait qu'on a des fibres qui sont longitudinales, d'autres qui sont circonférentielles et d'autres qui sont complètement en torsion pour assurer le swing en fait, que l'on observe dans le cœur normal. Et en fait, vous voyez qu'on a certaines de ces myofibrilles qui partent du ventricule gauche et qui vont jusqu'au ventricule droit. Donc même anatomiquement, on a des myofibrilles qui sont complètement séparées, mais aussi on a des myofibrilles qui sont communes. Donc anatomiquement, on a aussi déjà cette interdépendance. Et puis ensuite, quand on reprend un peu ce modèle-là du tube cardiaque primitif, et quand on a notre cœur, si on s'amuse à dérouler un petit peu ce qui se passe, eh bien on est capable en fait de récupérer le tube cardiaque primitif. On est capable d'avoir cette bande étroite. Et en fait, on se rend bien compte que le ventricule droit est complètement enroulé autour du ventricule gauche par la loupe cardiaque. Donc, il y a vraiment cette interdépendance aussi de position de l'un envers l'autre, à la fois d'hémofibrilles et sur le plan anatomique, de la relation de l'un à l'autre. Quand on reprend en fait les courbes pression-volume du ventricule gauche et du ventricule droit, que vous connaissez bien, donc en conditions normales, vous reconnaissez bien ici la courbe pression-volume du ventricule gauche, avec la phase de contraction isovolumétrique et la phase de relaxation isovolumétrique, qui permet d'avoir cette fameuse courbe pression-volume avec, on a vraiment quelque chose de rectangulaire et on voit bien que pendant ces phases-là, en fait, il n'y a pas de modification de pression,
et qui est lié en fait à l'élastance et à la compliance de ce ventricule qui donne cette particularité-là. Quand on regarde la courbe pression-volume du ventricule droit, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas du tout la même. L'élastance, la courbe de l'élastance est beaucoup moins verticale. On arrive à une pression et ensuite, on voit qu'on a quand même une perte de pression qui va être progressive, si bien que notre courbe de pression-volume a plutôt une forme de cercle plutôt que quadrangulaire. Donc, on n'a pas du tout les mêmes capacités intrinsèques du ventricule droit par rapport au ventricule gauche. Et quand on soumet ce ventricule droit à une surcharge, par exemple, de pression, eh bien, on sait qu'elle va avoir elle va présenter une courbe de pression-volume qui va être proche, en fait, celle du ventricule gauche. Il faut qu'il fournisse, du coup, une contraction volumétrique, puis une relaxation isovolumétrique. Donc, vous voyez qu'on reconnaît assez aisément la courbe pression-volume du ventricule gauche. Elle passe de A à B. Donc, ça, c'est vraiment un ventricule droit qui est soumis à pression. Et quand, en fait, ce ventricule droit devient défaillant, eh bien, la courbe de pression-volume va être décalée sur la droite pour venir en C. D'accord? Ce qui va modifier considérablement les pressions de remplissage et qui va aboutir à une dilatation considérable du ventricule droit et donc à une fuite tricuspidienne. Et le cercle vicieux est engagé. Et ça vient quand même plutôt rapidement. Ce que l'on sait aussi, c'est que, en fait, donc, le ventricule droit affecte les performances du ventricule gauche, à la fois sur la forme, donc la valve tricuspide, mais aussi sur le débit cardiaque et donc la géométrie. Donc là, ici, vous avez un ventricule droit qui est de taille normale avec le ventricule gauche. Et vous voyez ici, quand le ventricule droit est dilaté, il vient complètement impacter en termes de forme le ventricule gauche, mais aussi sur sa fonction ventriculaire et parfois même sur son débit cardiaque. Alors, la première équipe qui a en fait eu l'idée de transposer la préparation des doubles discordances aux myocardiopathie dilatée de l'enfant, c'est une équipe allemande. Et donc, en fait, ça, c'est une publication qui date de 2020, et c'est en 2013 qu'ils ont publié leurs premiers patients. Et en fait, ils ont montré qu'effectivement, on avait vraiment non seulement une récupération en partie de toute ou partie des patients, ils avaient à peu près 5-8 patients, mais surtout, on avait aussi une amélioration symptomatique. Ce qui fait que ces patients, on pouvait en fait à la fois, au départ, l'indication, c'était bridge to transplant. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de ces patients où on a pu attendre et les transplanter moins tôt. On sait tout l'enjeu qu'on a, parce que avoir des greffes chez des patients qui sont très jeunes, c'est extrêmement compliqué. Et puis parfois, ils décèdent et les mettent sous assistance, il y a beaucoup de complications. Donc, ça a un intérêt majeur, en fait, avant de pouvoir de gagner du temps sur à la fois l'assistance et le temps de la transplantation cardiaque. Et donc après, il y a eu plusieurs équipes américaines et en Europe, etc., qui ont commencé à publier. Et là, vous voyez que en 2020, cette équipe italienne a publié sur 8 cas. Et on voit très bien, là, ici, on est en pré-banding, ici en post-banding, on a vraiment une amélioration du diamètre télédiastolique du ventricule gauche chez la majorité des patients. Donc, partant de cela, de nombreuses équipes ont commencé à y aller. Alors, quelle est l'hypothèse qui sous-tend un peu tout ça? Donc, ici, on suppose qu'il y a des déformations de la matrice extracellulaire et que le fait de venir faire un cerclage active en fait l'appareil mécanosensitif et active aussi toutes les voies de la croissance et obtient en fait une hypertrophie pardon, et une hyperplasie des cardiomyocytes et que ça permet en fait probablement de récupérer en partie une fonction ventriculaire. Alors ici, on s'est lancé nous aussi dans ce programme parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, ça rentre dans l'arsenal thérapeutique de nos patients de manière quand même, de manière très intéressante. Et ici, vous voyez qu'on a un cas d'un patient qui s'est présenté à nous à 6 mois
Donc, on est d'accord qu'on est sur des cardiomyopathie dilatée, plutôt d'origine génétique ou idiopathique, dans lequel le bilan n'a strictement rien identifié. Là, vous voyez l'amincissement du ventricule gauche. À côté, on a une fuite mitrale qui est au moins, vous voyez, sa prolongation dans l'oreillette gauche qui est au moins grade 3. Et de manière aussi très impressionnante, la parasternale courax, ça ne bouge pas. On a ce tableau-là. Et là, on est quand même très inquiet. Le patient ne répond pas du tout au traitement. Il est très symptomatique, il revient régulièrement, on n'arrive pas à le garder chez lui. Donc là, en fait, effectivement, on propose l'arsenal du banding. Et là, vous voyez, c'est son échographie qui date du 10 décembre. Donc, quand même, il y a 2 jours. Donc, c'est extrêmement récent. Vous voyez que ce n'est pas parfait. On a une dilatation du ventricule gauche, mais clairement, on a une amélioration de la fonction systolique, là, qui était à peu près de 3%. Et là, on est à peu près à peut-être 30% de fraction d'éjection. Mais 30%, c'est quand même mieux pour lui. Parce que mieux pour lui, ça veut dire qu'il est chez lui, qu'il arrive à manger, qu'il arrive à grossir, qu'il fait moins d'infections, qu'il n'a pas besoin de cure d'inotrope ou de lévocimendant en permanence. Il arrive à se stabiliser. Vous voyez, la fuite mitrale, elle est nettement moins importante. Et aussi, on voit aussi que le ventricule gauche se contracte nettement mieux. Donc ça, c'est des expériences. Les centres, ils en restent encore avec des expériences, on va dire des cohortes qui restent de petits nombres, puisqu'il n'y a pas beaucoup de patients, heureusement, qui ont ces tableaux si graves. Mais c'est quand même aujourd'hui quelque chose de prometteur. Et puis, alors hop, on a... Pourquoi ça ne marche pas? Vous voyez là, le résultat de ces 8 patients dans un autre centre italien. Vous voyez qu'en fait, aujourd'hui, eh bien, on a donc 8 bandits. Il y en a 2 qui ont complètement, 4 qui ont récupéré, qui ont pu être délistés, 2 qui sont toujours suivis et qui sont toujours vivants, qui sont traités comme ça, en fait, et qui sont équilibrés. On se rend compte aussi que ça peut être, on a vraiment des bridge to transplant, mais un peu comme dans la double discordance, on a aussi parfois des destination thérapies parce qu'en fait, on arrive à équilibrer et qu'on n'a pas besoin de les transplanter pour le moment. Et après, de toute façon, on a le temps. Ce sont des enfants, ils vont bien. On peut voir un petit peu comme ça ce que ça devient. Et vous voyez qu'il y a aussi quand même des patients qui ne répondent pas et qui ont dû être assistés et un qui est décédé et un autre qui a été transplanté. Donc, le cerclage, pour résumer, je dirais que les indications de type palliatif transitoire pour protection pulmonaire, elles sont de moins en moins utiles. Qu'on les conserve, en fait, on a encore de l'intérêt pour ça quand on a des très petits poids, car on n'a pas de correction complète possible, ou dans le cas d'une stratégie hybride en attente d'une correction complète. Il est clair qu'elle reste pour tout ce qui est protection pulmonaire dans le cadre d'un programme de fond de temps. Et là, il faut être agressif, il faut y aller assez vite. Il n'y a pas d'urgence, mais en tout cas, il ne faut pas laisser l'hyperdémie s'installer trop longtemps. Donc, au bout de 3-4 semaines, il faut aller au cerclage, il faut adresser le patient au chirurgien. Dans les doubles discordances, c'est le même principe. Donc, soit on est en bridge to double switch, c'est-à-dire en attente du double switch pour garder un ventricule gauche préparé, soit on est carrément en destination therapy. Donc là, c'est soit sur un double discordance vieilli, on va essayer de faire une récupération du ventricule droit et par ce biais-là, et de diminuer l'insuffisance tricuspidienne. L'indication dans les cardiomyopathies dilatées aujourd'hui en accord sont insuffisantes pour pouvoir juger des résultats. Vous l'avez vu, on a des résultats qui restent mitigés, mais il n'empêche que, au vu de la réponse de certains des patients, eh bien, c'est un arsenal thérapeutique qui est certain dans la stratégie de prise en charge de ces patients. Voilà. Avez-vous des questions ?